Bonjour à toutes et à tous. J'ai eu un doute sur est-ce que j'ai allumé mon micro ou pas. Ravi de vous retrouver, on est vendredi, il est 13h04, comme ça je vais pas me faire engueuler par Baptiste. Il est 13h04, c'est l'heure donc de retrouver dans la lucarne. C'était quelque chose que j'avais mis en place il y a quelques mois, que j'avais un petit peu délaissé parce que, par manque de temps, hein, on va pas se mentir. Voilà, par manque de temps, tout simplement. Donc, on va essayer de remettre ce rendez-vous en place les vendredis. Comme ça, on peut se préparer tranquillement. L'idée, c'est ça, c'est de préparer un petit peu le week-end sur la planète Hello. On va parler de quelques matchs. Je change un petit peu le format. Avant, je faisais 3 matchs et on prenait du temps sur chacun de ces matchs-là. Là, on va essayer de regarder deux, trois trucs. Et ensuite, on ira sur le programme du week-end. Il y aura 2 matchs au programme aujourd'hui. Si vous êtes sur X, vous savez déjà dans quel pays on va aller. On va parler de Chine et on va parler de Brésil pour les 2 matchs vraiment que l'on va suivre aujourd'hui. On va aller en Corée. Je vais parler de la K-League, Baptiste, un tout petit peu tout à l'heure. Je sais qu'il y a Séoul Ulsan et je vais en parler tout à l'heure. Tu vas voir à la fin des news, en fait. Salut à Tupiche qui vient d'arriver aussi. Pour te répondre, Baptiste, sur dommage de ne pas avoir mis Van Bronckhorst face à l'Uruguay. Il y a faute au départ de l'action, donc je ne peux pas le mettre. Et d'autant que je déteste cordialement les Pays-Bas. Bref, on va pouvoir y aller tranquillement. Je le disais, je change un petit peu le format sur la manière dont l'émission va être menée. On va commencer par quelques petites news assez rapides, histoire de voir. Voilà, de faire un petit peu le point sur quelques éléments de la semaine. Deux, trois news. L'idée, c'est pas de faire lucarne américaine le vendredi. Non, non, c'est pas ça. On essaye de revenir sur quelques trucs importants. Il y a eu une grosse info hier en Argentine, donc on va en parler un petit peu. Et puis ensuite, donc, je le disais, il y aura une petite partie pour vous rappeler quand même qu'il est quand même possible de voir les footballs de la planète Hello de manière gratuite. Et donc après, on ira tranquillement voir quels sont les 2 matchs véritablement à suivre ce week-end sur la planète Hello. Il n'y en a pas que 2, forcément, il y en a plein, mais il y en a au moins 2 à suivre avec attention. En tout cas, c'est ceux qui auront le focus. On va y aller, on va démarrer tout de suite par les news, en fait, par la partie news. Vous allez voir, hein, c'est assez simple cette histoire. On va commencer, on va aller, je le disais, en Argentine. C'était la grosse info de la semaine. Vous le voyez sur cette une de TIC. Claudio Tapia, Chiqui Tapia, le président de la Fédération argentine, qui a employé ce terme, es un día histórico. C'est un jour historique. On verra à quel point il est historique. En tout cas, oui, c'est une sacrée nouvelle qui est tombée hier en conférence de presse. Il a annoncé, Chiqui Tapia, le retour des supporters visiteurs dans les stades argentins. En gros, le retour des parcages visiteurs. Je rappelle que les parcages visiteurs sont fermés. Il n'y en a plus. Il n'y a pas de déplacement de supporters en Argentine depuis 12 ans, depuis 2013. C'était la conséquence, hein, d'une accumulation d'incidents, de débordements et de morts, hein, pour dire les choses très clairement. Il y avait des morts dans les tribunes. Et la dernière goutte d'eau, c'était assez étonnamment, vous allez voir pourquoi assez étonnamment, lors d'un match qui concernait Lanús avec un supporter de Lanús qui avait été tué par les forces de police. Donc voilà, il y avait eu toute une série de débordements. Ceux qui ont connu le football argentin des années 90, enfin même autrefois, mais là on est très ancien et c'était dur à suivre, mais on va dire, si vous avez commencé avec, entre guillemets, Internet, à pouvoir suivre le foot argentin au début des années 2000, vous avez vu, hein, tout le temps ces images de débordements, des affrontements dans les tribunes, ces supporters, entre guillemets, on va plutôt dire ces barras qui étaient armés dans les stades. Donc c'était vraiment le chaos absolu dans les tribunes argentines, et donc cette suite d'événements avait entraîné, eh bien, tout simplement, une décision du gouvernement, hein, et de la fédération argentine, qui était tout simplement d'interdire les déplacements de supporters. Et ça va avoir des conséquences, ça a des conséquences. Vous allez voir dans un instant. Alors, ça avait forcément des conséquences au niveau de l'ambiance, et je ne parle pas en termes de débordement, hein. Vous le voyez, dans les stades, il n'y a pas besoin d'aller en Argentine. Rester en France, regarder dans les stades français, quand il n'y a pas de parquage visiteur, c'est un petit peu triste quand même, cette histoire. Mais bref, donc en Argentine, ça va revenir. Alors, on va y aller doucement, parce que justement, le titre, là, il est beau, il est joli. Je vous le traduis, hein, Claudio Tapia annonce le retour des supporters visiteurs dans le football argentin. Oui, mais pas tout à fait, quand même. Il l'annonce de manière progressive, et justement, on va voir pourquoi il annonce de manière progressive.
Déjà, il y a 2 matchs qui vont servir de test pour cela. Ce sont des matchs apparemment dès ce week-end. Alors on va voir si ça va être véritablement mis en place. Ces 2 matchs, et c'est pour ça que je disais c'est assez rigolo, entre guillemets, clin d'œil du destin. C'est le match de Lanús contre Central et Instituto contre River. Ce sont 2 matchs qui sont censés servir de match test, entre guillemets. Il y a déjà eu des tests qui ont été faits avec des supporters visiteurs. Je rappelle aussi que les matchs de Copa Argentina se font avec les supporters des 2 camps sur terrain neutre, mais il y a les supporters des 2 camps qui sont présents sur certains matchs. Salut à Nostromo qui vient d'arriver. Et donc voilà, là c'est de le mettre de manière générale dans les stades du championnat argentin. Donc je disais que c'était interdit, enfin c'était fermé depuis 12 ans, mais la grande limite, indépendamment des tests qui vont être menés apparemment dès ce week-end avec Lanús Central et Instituto River, la grande limite, c'est ce que Chiqui Tapia a déclaré lui-même. Il a dit les clubs et les équipes qui pourront accueillir des parkages visiteurs auront la possibilité de le faire, auront le droit de le faire. En gros, il n'annonce pas qu'on va avoir des supporters visiteurs dans tous les matchs, dans tous les stades et chez tous les clubs. Petite aparté entre guillemets, il n'est pas en train de dire que le prochain Super Classico se fera avec des supporters des 2 camps. Pourquoi ne prend-il ces précautions-là? Parce que vous imaginez qu'en 12 ans, en 12 ans de parkage fermé, les clubs se sont organisés. Et certains clubs, d'ailleurs, sont un petit peu réfractaires à ce retour annoncé comme ça en plein milieu de saison. On a l'impression, mais c'est l'Argentine, qu'il n'y a eu une fois de plus pas véritablement de concertation. Certains clubs comme Boca et River sont pas trop d'accord avec cette histoire de ramener le public visiteur. Pourquoi? Parce que Boca et River, leurs stades sont pleins à craquer à chaque match. Et donc, depuis 12 ans, avec la fermeture des parkages visiteurs, qu'ont fait Boca et River, les tribunes qui étaient autrefois réservées aux supporters adverses sont aujourd'hui remplies par des supporters du club. Et donc, la position de Boca et de River, elle est simple, elle est de dire, on ne va pas demander à nos supporters, à nos abonnés ou à nos sociaux qui sont dans les tribunes, de se pousser pour faire revenir des supporters visiteurs. Parce que si vous voulez, et ça c'est un élément de base, c'est pareil chez nous, si vous voulez mettre en place un parkage visiteur, vous devez aussi, entre guillemets, mettre une zone tampon entre ce parkage visiteur. Et du côté de River, ils estiment, par exemple, que si on doit mettre 3000 places de supporters visiteurs, il faut sacrifier 3000 places supplémentaires pour mettre un petit peu cette zone tampon. Donc voilà. Tout le monde s'est organisé depuis, ça va pas toucher les gros clubs. On sait très bien on imagine très bien que Boca et River, ils vont continuer de jouer dans une Monumental et dans une Bombonera sans supporters adverses. Ça, à mon avis, ça va pas être possible, ou en tout cas pas tout de suite, sauf si on leur impose. Mais Chiqui Tapia ne l'impose pas. Ce que l'on sait que cela va changer, typiquement, c'est que dans beaucoup de stades qui sont très souvent peu remplis, quand ils vont accueillir Boca ou quand ils vont accueillir River, là, pour le coup, le stade sera plein parce qu'il y aura les supporters adverses. Il y a eu un exemple, c'était à l'époque quand River est descendu en seconde division, les supporters adverses n'étaient pas autorisés en deuxième division, c'est 2011 donc, enfin 2012, l'année 2012, et il y avait eu des dérogations pour que les supporters de River puissent aller voir les matchs de River en déplacement en deuxième division, et les stades étaient pleins à chaque fois, pleins de supporters de River. Donc c'est ce qui va probablement se passer, Boca et River vont jouer très souvent à domicile, quel que soit le terrain, mais voilà. À la maison, à mon avis, vous aurez pas vous aurez pas de supporters adverses et ne vous attendez pas tout de suite à un Super Classico avec des supporters des 2 camps. Bref, c'est quand même un pas en avant. 12 ans sans parkage visiteur, c'est le rêve des instances françaises. C'était ce qu'avait fait l'Argentine. On est en train de revenir en arrière. Le retour, donc, je le rappelle, va se faire progressivement, graduellement, a-t-il dit, et de manière non obligatoire. Et donc, on va voir comment les clubs vont réussir à évaluer cela, à mettre en place la logistique que cela signifie, parce que, je le disais, tout le monde s'est un petit peu adapté de manière générale et même parfois profiter un petit peu de cela pour remplir son stade avec ses supporters, surtout quand tu as la capacité de le faire. Bref, c'est l'affaire à suivre. C'est quand même la grosse news de la semaine en Argentine, vraiment, pour le coup. Ça en parle beaucoup, forcément. Ça va partir en couille au premier match. Alors, ils ont choisi Lanús Central, ça devrait aller. Instituto River, ça devrait aller aussi.
On va attendre quand ils vont mettre ça en place sur un match un tout petit peu plus chaud. Mais voilà, mais très clairement, je pense que ça ne sera pas mis en place sur des Boca River, sur des Newell's Central, sur des matchs comme sur des Racing Independiente. À mon avis, ça ne sera pas mis en place parce que c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, ça va demander trop de force de police, ça va être ingérable du point de vue logistique. Donc voilà, on verra. On verra. En tout cas, on va saluer l'initiative, dirons-nous. Et puis, on verra si ça s'installe, si ça se répand, si tout le monde finit par y revenir. On va pas se mentir, j'y crois pas des masses, mais j'espère que je déclenche un petit effet Halo à ce sujet-là. Donc, mais c'est la grosse news de ce milieu de semaine, elle est quand même importante et c'est pour ça que je voulais un petit peu en parler. On va parler aussi dans les news un petit peu de football. Il y avait de la Sudamericana, les barrages de Sudamericana cette semaine. De toute façon, à chaque fois que Chiquitapia a une idée, c'est toujours un flop. Ouais, après c'est assez étonnant, c'est assez marrant cette histoire parce que on sait qu'il y a toujours le problème des barrasses. On sait qu'il y a quand même eu encore des débordements, même sans parquage visiteur, hein. Il y a encore quelques temps, souvenez-vous du match du Gymnasia avec la police qui charge, et les gens qui se font gazer de lacrymo avant le match, ça avait été très chaud. Chiquitapia, il est toujours un petit peu entre les deux, hein. Il est un peu comme Grondona, hein. Il navigue dans des eaux parfois un petit peu troubles. Donc on va voir. On va voir à quelle pression ça répond surtout, cette histoire-là. Mais bon, écoute, c'est quand même pas mal d'avoir un petit peu de supporters adverses dans les stades. C'est quand même bien, ça met de l'ambiance. On espère que ça débordera pas, mais franchement, je pense que sur les gros matchs, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Je pense que c'est un moyen de remplir des stades qui sont un petit peu vides par des supporters, notamment de Boca et de River, qui seront présents en masse. Là, très franchement, si c'est véritablement mis en place sur l'Instituto River, si les mecs ont eu le temps de s'organiser, je peux t'assurer que les supporters d'Instituto, quoique Instituto, c'est quand même assez chaud. Mais bon, on verra. Je pense qu'il y aura beaucoup de supporters de River si c'est possible. Bref, à suivre. Je disais, en termes de football, il y avait de la Sudamericana. On va juste regarder les résultats de la semaine. Je ne vais pas vous montrer les buts. Vous savez très bien que la CONMEBOL, elle est un petit peu tendue, voire très tendue, sur tout ce qui est passage de ces vidéos. Concrètement, si je commence à mettre un but inscrit en Sudamericana, on va se faire strike direct. La chaîne va sauter direct pour 24 heures, mais elle va sauter direct, donc c'est un peu con pour le stream. On va juste regarder les résultats. Je rappelle que ce sont les barrages. C'est un peu, pour ceux qui ne suivent pas ou qui ne savent pas, la Sudamericana, c'est l'équivalent de l'Europa League. Et le modèle, c'est exactement le modèle de la saison, pas de la dernière saison de Coupe d'Europe, mais des saisons précédentes. C'est-à-dire que les troisièmes des groupes de la Libertadores, équivalent de la Ligue des Champions, sont reversés en Sudamericana et affrontent les seconds de groupe pour un match de barrage pour après aller vers les huitièmes de finale. Alors, on a eu cela, Nir qui se réveille à l'instant. Salut à toi. Je vois que à cet âge-là, on est à peu près sur ces temps-là. C'est bien, c'est bien. Je vois qu'il y a une synchronisation de la jeunesse sur ces horaires. C'est très bien. On est sur la Sudamericana. Donc, quelques résultats très intéressants et qui est très important. J'avoue que j'ai pas vu tous les matchs. J'ai vu le Independiente del Valle contre Vasco. C'était une boucherie absolue. 4-0. Vasco a joué à 10 hein, assez rapidement. Mais voilà, 4-0. Ça devrait passer normalement pour Independiente del Valle. On va pas déclencher un effet Halo, mais attention. L'América de Cali a fait un très très bon résultat à Bahia en faisant match nul au Brésil. Elle va donc s'offrir un match retour à la maison assez bouillant. Le Bolivar Palestino a été assez fou. Il y avait 1-0 après 95 minutes, 96 minutes. Et puis il y a eu deux buts à la 90 plus 10 sur penalty et à la 90 plus 13 qui vont mettre à mal Palestino en vue du match retour. Notez aussi l'excellent résultat de l'Alianza Lima qui continue de faire une très 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 belle campagne de continentale. Je rappelle que l'Alianza Lima a éliminé Boca de la course à la Libertadores et s'offre là Grêmio 2-0. Il va falloir tenir au retour, mais pas mal pour l'Alianza. Je salue Ben Smile qui vient d'arriver aussi. À noter aussi la très belle victoire de l'Once Caldas à San Antonio Bulo Bulo. Bon, c'était en Bolivie, c'est quand même une bonne perf, mais surtout ce qu'on va retenir, c'est le carton de la U de Chile, pardon, face à Guarani, 5-0. Je crois que c'est le plus gros écart, troisième plus gros écart de l'histoire du club. Il y a eu un 7-0 contre je ne sais plus qui, j'ai oublié, je vois le logo mais j'ai oublié le club. C'est pas grave, il y a eu un 6-1 absolument magique
C'est tellement dommage que la CONMEBOL nous strike à chaque fois, sinon je vous jure qu'on pourrait parler de ce match-là. C'était la OU de Sampaoli face au Deportivo Quito, il y avait eu 6-1, et donc ce 5-0 se met à ce niveau-là. Pour la OU qui fait donc un grand pas, Guarani qui est un club paraguayen et qui généralement est un club plutôt embêtant à jouer dans ces compétitions. Et dernier bon résultat, celui de l'Atlético Mineiro face à l'Atlético Bucaramanga, c'était donc en Colombie. Je vous rappelle juste le tableau de la Sudamericana pour que vous puissiez vous projeter. Choc de tête, ça part en ambulance à dégoût. Aïe, 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 on n'aime pas ça. On n'aime pas du tout ça. L'Alianza Lima ou Grêmio affrontera la Católica équatorienne. Le vainqueur de ou de Chile Guarani affrontera Independiente. Ça va nous annoncer un huitième de finale de fou furieux. Pour l'instant, c'est parti pour être là où. On imagine mal là où prendre 6-0 au Paraguay, mais sait-on jamais. Le vainqueur de Central Cordoba contre Cerro Largo, il y a eu 0-0-1, affrontera Lanús. Et le vainqueur de Bahia contre l'América affrontera Fluminense. Ça, c'est d'un côté. Merci à Ben Smile pour le sub-gift. Merci à toi. Offert à Lomerca, donc merci à toi. De l'autre côté du tableau, Bolivar, qui pour l'instant a pris une sérieuse option, affrontera Cienciano, un club péruvien qui est le seul club péruvien à avoir gagné la Sudamericana. C'était face à River Plate. L'Atlético Mineiro ou l'Atlético Bucaramanga, pour remercier Philippe de m'avoir offert un sub à ma façon. Eh ben écoute, merci à toi. Merci à toi en tout cas. Et merci pour l'Omerca. Je ne sais pas si l'Omerca est dans le coin, mais ça m'étonnerait parce que je ne l'ai pas vu passer, mais merci à toi. Affrontera Godoy en huitième de finale. Independiente del Valle peut retrouver un Équatorien s'il assure sa qualif. Ça sera Mushukruna. Et Once Caldas pourrait retrouver Huracan en huitième de finale, ce qui pourrait effectivement nous annoncer un quart de finale entre Independiente del Valle et Once Caldas. C'est la partie droite du tableau est quand même assez ouverte pour Independiente del Valle, voire très ouverte. Il y aura quand même l'Atlético Mineiro probablement. On peut s'attendre, si on respecte les pronostics, à avoir un Independiente del Valle Atlético Mineiro en demi-finale d'un côté. De l'autre côté, Independiente là où ça va être très très chaud quand même, hein, en huitième de finale. Et après, c'est assez ouvert, hein, c'est assez ouvert. La partie de tableau du flou est très intéressante, c'est du costaud. Ouais. C'est peut-être un petit peu plus ouvert pour les favoris, entre guillemets, sur la partie droite du tableau. Mais attention, parce que si tu dois te jouer Bolivar en match aller-retour, c'est pas toujours hyper évident. Voilà pour la Sudamericana. Je rappelle d'ailleurs, et vous le voyez sur ce graphe, que la finale de la Sudamericana se jouera en Bolivie. C'est un détail important à garder en tête. Ça peut aussi motiver un petit peu les troupes. Je pense notamment à celle de Bolivar. Donc voilà. Tu pourrais expliquer la CONMEBOL Sudamericana en quelques mots? Ouais, c'est l'équivalent de l'Europa League en fait. Tu vois, c'est l'explication la plus simple, la plus rapide. C'est la deuxième compétition continentale. Tu as la Libertadores qui est l'équivalent de la Champions League. Et tu as ensuite la Sudamericana qui est l'équivalent de l'Europa League. Les compétitions sont organisées, je le disais tout à l'heure, mais c'est vrai que tu n'étais pas encore arrivé. Tu as une phase de groupe. C'est l'ancien format de Ligue des Champions et Europa League, une phase de groupe avec des groupes de 4. Et donc là, on est sur les barrages, comme on avait à l'époque, c'est-à-dire que le troisième de la C1, enfin de la Libertadores, est reversé pour affronter un second en aller-retour de la Sudamericana. CONMEBOL, c'est l'Amérique du Sud, Ben Smile. C'est donc Venezuela, Colombie, Équateur, Argentine, Brésil, Uruguay, Paraguay, Chili, Bolivie. Et je crois que j'ai pas dit Pérou, mais voilà. Et donc voilà, c'est l'Amérique du Sud. Voilà pour la Sudamericana, dont la finale, je le disais, aura lieu en Bolivie. C'était juste pour faire un petit point sur les résultats, parce que je vais pas forcément avoir le temps. J'ai oublié le Mexique, ils y sont plus, ils l'ont joué autrefois, mais c'est fini. Tu sais que c'est un vieux serpent de mer, hein, ça revient un petit peu régulièrement, cette histoire. Ça revient moins maintenant que le Mexique... lorgne un petit peu plus au nord. Et le vainqueur de la Libertadores joue la Giannis Cup. Oui, exactement, Baptiste. Est-ce qu'il y a la même compétition pour l'Amérique du Nord? Non, il y a des compétitions par zone en Amérique du Nord. Alors en Amérique du Nord, tu as la CONCACAF Champions, la CONCACAF Champions League, donc tu as compris le nom, hein, ça va tout simple. Et ensuite, tu as des compétitions par zone. Tu as la Coupe centro-américaine.
centro-américaine. Donc c'est pour les clubs, bah voilà. Il doit y avoir, il y a une Coupe des Caraïbes aussi, donc pour tous les clubs caribéens, qui donnent des, en fait, ces compétitions-là donnent des accessites pour la Conca Champions. Et tu as la Leagues Cup qui va démarrer à la fin du mois, qui voit les clubs de MLS affronter les clubs de Liga MX, et le vainqueur gagne une place en Conca Champions. Donc voilà. Je me suis trompé de vanne. Oui, tu aurais dû dire de Libertad de Sudamericana, c'est ça? C'est pas grave, ça arrive, Baptiste. Il est tôt chez toi, quoique. Bref, on était sur la Sudamericana, c'était la news. Je le disais, j'en parle un petit peu parce que je vais pas avoir le temps de, probablement pas avoir le temps de faire un compte rendu sur Hello. Donc voilà, comme ça on en a parlé de la Copa América. Ah oui, d'accord, oui, oui. Ah oui, de la Copa América, Dédé, c'est vrai. Didier Deschamps et sa fameuse Copa América et sa Copa Libertadores. Pas de souci, Ben Smile. Donc voilà, on a fait le point. On va aller sur une dernière news. On va parler fashion. Est-ce que le Brésil ça joue l'euro? Ouais, c'est ça. Une news fashion. Alors on n'en a pas parlé pendant le live MLS, mais c'est important d'en parler. Enfin, c'est important, non, mais c'est assez intéressant. Et puis c'est aussi l'occasion pour moi de me dire qu'il va vraiment falloir que je me mette à relancer cette cacamiseta. Il faut que je vois un concept. Je pense que je le ferai en live à la rentrée. Là, il n'est pas question de parler de cacamiseta parce qu'il y a quelques maillots qui sont plutôt sympas. On va parler de maillots, oui. Ça pourrait, mais Dominguez veut pas perdre son cheetah. Ouais, c'est incroyable ça. Bref, dis pas ça, Anir. Arrête, on va se prendre un strike. Bref, il y a plein de couleurs, peut-être trop. Ouais, alors voilà, je vais expliquer. C'est ce que l'on appelle, c'est la MLS qui a lancé cette semaine. Comment dirais-je? La MLS a lancé cette semaine une collection qui s'appelle Archive Collection, et c'est un petit peu ce qu'ils appellent des maillots héritage, où plusieurs franchises de MLS ont sorti un maillot qui rappelle soit leur passé, soit le passé du football dans la ville. Parce que certains clubs ne sont pas la suite logique de ce qui se faisait autrefois. C'est parfois le cas, ça n'est parfois pas le cas. Et donc, ils ont sorti différents maillots, et pas que des maillots d'ailleurs, hein, c'est toute une série de vêtements, il y a des blousons, il y a des chaussures à ces couleurs-là, enfin c'est un truc de fou en termes de marketing, pour le coup. Donc, ils ont sorti des maillots qui rappellent l'héritage historique de chaque ville, de chaque franchise parfois. C'est le cas par exemple pour les Sounders. Je vais vous en montrer quelques-uns un petit peu plus en détail. Là, vous avez tous les maillots qui ont été présentés. Je peux vous en montrer quelques-uns. Je vais vous montrer par exemple les Seattle Sounders qui ont sorti ce maillot-là qui reprend les couleurs de l'ancienne franchise, le logo de l'ancienne franchise, et sur le logo il y avait un orque. Et donc voilà, c'est ce logo-là. Ils ont joué avec ce maillot-là. Le logo est incroyable, hein, vraiment. Et franchement, bon, après, il y a des trucs, c'est des goûts. Là, c'est DC United qui a repris, pareil, l'ancien maillot et l'ancien logo. C'est très épuré, c'est plutôt sympa. Je peux vous en montrer plusieurs. J'ai vu que Nir aime beaucoup Dallas. Voilà Dallas qui reprend le maillot des Dallas Burn, l'ancienne franchise, qui était présente dans la ville. Donc voilà, je peux vous montrer aussi Columbus. Est-ce que j'ai des préférences? J'aime beaucoup celui de Columbus, par exemple. Voilà, j'aime beaucoup celui de Seattle parce que le logo est très stylé, très vintage et très sympa. Donc Columbus qui a repris l'ancien maillot et l'ancien logo. Si vous suivez la MLS depuis peu de temps, vous ne connaissiez pas forcément ce logo-là, mais c'est l'ancien logo du Columbus Crew. Je peux vous montrer New England Les Revs qui a sorti un maillot absolument incroyable aussi, avec le magnifique Carles Rill. Ce maillot est fou aussi, j'aime beaucoup le maillot des Revs. Je peux vous montrer par rapport à l'héritage historique, à ce qu'était le maillot des Revs en 1996, c'était celui-ci. Donc vous voyez qu'on reprend un petit peu l'esprit. C'est pareil, hein, c'est pour ceux qui ont connu le logo de New England Revolution avec ce drapeau américain dessiné au crayon. C'était absolument fou, mais voilà, ça c'est l'ancien, et ça c'est l'hommage qui est rendu. Celui-ci est incroyable, hein. Franchement je le trouve absolument incroyable. Dallas ça ressemble à Vancouver Canucks des années 90, c'est pas faux ça, c'est vrai, c'est vrai. Je peux vous en montrer un autre, c'est les Colorado Rapids qui reprennent clairement le maillot de l'époque, qui est très, très propre aussi, hein, pour le coup. Bon, après c'est pareil, j'ai toujours un petit faible pour les maillots qui ont un col. Et une spéciale pour Baptiste, parce que peut-être Minnesota
qui est très très propre, qui reprend les couleurs. Parce que vous allez me dire, mais Minnesota United, ça n'existait pas autrefois. Ils reprennent les couleurs d'une ancienne franchise qui s'appelait les Minnesota Kicks. Et donc, ils reprennent à la fois les couleurs bleu et orange et à la fois l'écriture avec le Loons, qui est le surnom. Donc voilà, c'est pas celui que tu vises, Minnesota. Est-ce qu'il y aura Salt Lake? Écoute, pour l'instant, non. Il y en a qu'on attend. Il y en a, très franchement. Je vais te remettre le tableau. Tu vois, là, il n'y a pas Salt Lake. Les deux autres que j'ai, je crois qu'il y en a trois que j'ai pas montré. Et c'est dommage, j'ai oublié de les montrer. Parce que celui que vous voyez avec tous les trucs, tous les éclairs et tout, c'est San Jose qui a repris les San Jose Clash. Franchement, il est plutôt stylé. Charlotte est est en haut de cette image. Le jaune et bleu. Et en bas, tout en bas, c'est Nashville qui a joué avec ce maillot-là ce week-end. Donc voilà, je sais pas s'il y aura donc le Real Salt Lake, je ne sais pas. Il y en a que j'attends avec impatience. J'aimerais savoir, par exemple, si du côté des Red Bulls de New York, on osera sortir un maillot New York Metro Stars. Voilà. On verra. Je pense qu'il y a des clubs qui peuvent encore arriver. Je pense par exemple au LA Galaxy, même s'ils le font assez régulièrement, hein, de sortir un maillot qui rappelle les anciennes couleurs. Miami peut éventuellement, même s'ils n'ont rien à voir, mais tu vois que tu n'es pas forcément obligé d'avoir à voir quelque chose, parce que Minnesota United n'a pas grand-chose à voir avec les Minnesota Kicks. Il y a eu une franchise à Miami, donc pourquoi pas. Surtout qu'en plus, pour l'instant, Miami joue à Fort Lauderdale, donc ils pourraient prendre les Fort Lauderdale Strikers, par exemple. Pourquoi pas. Après, par exemple, San Jose, là, ils ont le maillot, ils ont pris le maillot des Clash avec le logo, c'est un scorpion. Mais dans la saison, ils ont un maillot extérieur qui est l'ancien logo des Quakes. Donc voilà, ces maillots, tu les trouves sur le store de la MLS. C'est assez cher, hein, on va pas se mentir, les maillots MLS sont très chers. Donc voilà. Cosmos de New York, c'est pas tout à fait la même zone par rapport aux Red Bulls, mais c'est surtout que les Red Bulls sont le prolongement des Metro Stars, puisque Red Bull a racheté les New York Metro Stars pour les faire devenir New York Red Bulls. Donc c'est pour ça que je parlais de Metro Stars, et le Cosmos n'a jamais joué. Bon, remarque, tu vas me dire les Sting, les Minnesota Kicks non plus, mais Cosmos existe encore, donc c'est compliqué, je pense, New York Cosmos. Il y a des clubs où ça va être un petit peu plus difficile de faire des maillots historiques, mais il y a des clubs où c'est encore possible. Il y en a qui l'ont fait aussi, hein. Vancouver a sorti son maillot du cinquantenaire avec l'ancien logo, hein, le maillot bleu marine. Donc voilà, tu peux l'acheter sur place dans les boutiques, ouais. Tu peux, j'ai vu des images de supporters de Charlotte qui l'achetaient en boutique. Donc oui, tu peux l'acheter dans les boutiques là-bas. Donc voilà, mais l'Inter Miami peut clairement aller chercher un maillot. Franchement, l'Inter Miami peut jouer comme Minnesota et aller sortir Fort Lauderdale Strikers, hein. Voilà. Donc voilà. Un maillot historique d'Austin en souvenir de l'époque de Driussi. Voilà. Mais après, c'est pas forcément, comme vous le voyez, c'est pas forcément une histoire d'héritage de club MLS, hein. Alors pour Colorado, par exemple, pour le Crew, c'est le cas. Pour Seattle, c'était pas le club MLS qui était comme ça. À l'époque de ce logo-là, Seattle n'était pas en MLS. Les Revs, c'est un hommage à la MLS. Les Clash, et voilà. D'ici, c'est un hommage à l'ancien de MLS, mais vous voyez que les autres, c'est pas forcément. Il y a eu des franchises qui ont évolué en NASL ou dans d'autres divisions dans la ville. Donc c'est aussi cela que tu peux aller piocher, c'est toute la force. Je crois dans les boutiques, ouais, dans les boutiques des clubs, je pense. Je t'avoue, je sais pas trop sur place, mais voilà. En tout cas, tu peux l'acheter en ligne, mais de manière générale, les maillots sont quand même assez chers. NBA style, voilà. Alors après, c'est les Américains, le marketing est très solide. Et si vous allez sur le site de la MLS, peut-être que je mettrai le lien. Si vous allez sur le site de la MLS, vous allez voir que dans cette collection-là, il y a vraiment tout un tas de merchandising. Il y a des chaussures, des blousons, des t-shirts, des casquettes. Voilà. Donc par exemple, pour Dallas, vous avez des chaussures Adidas, puisque c'est Adidas, hein, l'équipementier de la MLS. Des chaussures Adidas qui sont noires avec les petites rayures, les bandes rouges et jaunes. Donc voilà. À voir si d'autres vont suivre ce mouvement-là. Mais bah voilà, hein, comme d'habitude, les Américains et le marketing, ils sont très très forts. Et franchement, il y a de vraies réussites dans ces maillots-là. Voilà pour un petit peu pour le tour des nouvelles, hein. Vous voyez, c'est assez simple. L'idée, c'est vraiment pas de faire ce qu'on faisait sur Lucarne américaine et de l'adapter de manière générale, parce que sinon ça ferait des choses trop longues. L'idée, c'est pas de faire une émission qui dure 4 heures non plus. Je rappelle, hein, d'ailleurs, on l'a fait en direct et je la mets en replay dans la foulée. Comme ça, ceux qui regardent en replay sur YouTube, elle sera que sur YouTube, pourront tranquillement préparer leur week-end, parce que c'est aussi
l'idée. Et justement, dans l'idée de préparer le week-end, on va parler dans un instant de 2 matchs qui seront que l'on pourra suivre. Là, on pourra le suivre de manière gratuite. Ah, si, on va faire les golassos. On peut les faire maintenant et après on enchaîne. J'avais pas vraiment. Ouais, je l'ai. Allez, voilà. Il y avait. C'est vrai. Allez, tu sais quoi, on va le faire là et ensuite on va se lancer sur le programme de la semaine. Merci Nir de me le faire maintenant. Il y avait 2 golassos EAFF. Je sais pas si je peux les mettre, donc j'ai pas osé. Il n'y a pas de golasso LO, mais il y a 2 trucs dont il fallait que l'on parle. Évidemment. Le premier, c'était le corner direct de Hulk. Que j'avais dit que je vous montrerai pour ceux qui ne l'ont pas vu. Le corner direct de Hulk, le voici. Igor Gomes está lá na pequena área. Voilà le corner direct de Hulk. Il joue encore à l'Atlético Mineiro, il met encore des golassos. Oh, je peux peut-être, je sais pas si vous avez le son. Pico de Hulk, pegou na bola, matando o goleiro, vencendo Marcos Felipe. Hulk il est un peu exaspérant par moment, mais il est toujours aussi décisif. Et là, franchement, son corner, c'est bien vu, il a vu que le gardien s'était avancé. Donc ça, c'est le corner de Hulk. Et je vous avais dit, je stream tôt, ouais, c'est l'émission du vendredi. Il y a du son? On t'entend pas? Ah merde, ok. Attends, tu sais quoi, je vais le remettre. Et comme ça, je remets le corner. Et Igor Gomes está lá na pequena área. Pourquoi j'ai pas le retour? Salut SKFC. Voilà, le corner direct de Hulk. Comme ça, vous débarquez. Il y a le corner direct de Hulk. On ne m'entendait pas. Donc voilà, je vais essayer de faire en sorte que le prochain, ça soit pareil. Attends, je vais juste faire un petit truc. Comme ça, je vous laisse déguster le corner. Je peux pas le bouger. L'autre, je pense que l'autre, il y aura pas le son. Il y aura peut-être du son, l'autre. C'est pas grave, on verra. S'il y a trop de son, je le couperai dès le départ. J'ai merdé là-dessus. Le 4, il veut piquer. Voilà. Donc, ça, c'est le corner de Hulk. Mais je vous avais dit, quand lundi soir, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de vous préparer des golassos hello, c'était compliqué, machin. Mais il y a un but qui, pour moi, est encore plus extraordinaire que ce corner. Et je vous avais pas dit où, je vous avais pas dit qui. Le garçon s'appelle Pernia, il joue à l'Academia Puerto Cabello. Si vous connaissez un petit peu le paysage sud-américain, vous savez où on est. On est au Venezuela. Et voilà ce qu'il a fait. Coupe le son. Voilà ce qu'il a fait. Alors, ça paraît bizarre comme ça, mais vous allez voir sur le zoom le but que le gars est allé chercher. T'as pas vu? Attends le ralenti. Attends le ralenti et tu comprendras quand tu vas voir sur le ralenti. C'est surtout le deuxième ralenti. Alors, il y a quelques supporters vénézuéliens qui te disent Ibrahimovic met le même, ça fait le tour du monde. C'est très Ibrahimovicien, hein, pour le coup. Et voilà ce qu'il est allé nous faire, le garçon. C'est le but de la victoire. Hein. Ils ont gagné 1-0. C'est le seul but du match. Voilà ce qu'il est allé nous faire. Voilà. Je vous avais dit qu'il y avait un golasso de fou furieux. C'est ce golasso-là. Pour moi, il est incroyable par rapport... le corner direct, c'est quelque chose. Magnifique, mais Nir va pas être d'accord. Il va préférer le corner de Hulk. Quand tu as fait du foot, tu te rends compte de comment c'est difficile d'aller chercher ça. Je sais pas comment il fait. Vraiment, je sais pas. Je préfère Hulk. Non, mais franchement, le mec, il décolle à... Enfin, voilà. Je sais pas comment il fait. Moi, je fais ça, on appelle l'ambulance derrière. Pour dire les choses très clairement. Voilà, donc je voulais vous le montrer. Il s'appelle Pernia, il joue à l'Academia Puerto Cabello. C'est le but de la victoire. Et justement, ça va me permettre de faire le lien avec ce qui va arriver. Avant de parler des 2 matchs en détail, je rappelle, et c'est important, c'est aussi le principe de cette émission-là, et je le rappellerai à chaque fois, qu'il est possible d'aller voir des matchs, de suivre des footballs de la planète lucarne opposée de manière légale et gratuite. Et notamment, on était au Venezuela, puisque la chaîne YouTube de la Ligue vénézuélienne, la chaîne officielle de la Ligue vénézuélienne, propose les matchs en streaming, en direct, sur sa page. Donc, surveillez, abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez suivre du football vénézuélien. Suivez cette chaîne-là et vous aurez accès gratuitement au match justement au match de la Liga vénézuélienne. Et vous voyez par exemple le Puerto Cabello face à Yarancuyanos, c'était ce fameux match dans lequel Pernia a mis ce but là. Donc voilà, non ça va, j'ai eu Visca, ça m'a suffi. Non mais voilà, mais tout ça pour dire
c'est gratuit, c'est légal, c'est la chaîne officielle et vous pouvez le suivre ainsi. On est en âme sud et on parle de gratuité, c'est important parce que c'est vrai qu'à notre époque, c'est compliqué d'avoir du football gratuit de manière légale quand même. Légal aussi en âme sud, le Pérou, la chaîne Ligue 1 Max, le samedi, généralement, fait plusieurs matchs. Elle diffuse 1 ou 2 matchs dans un live. Le live, il dure 6 heures et ensuite, elle commente en direct sans les images. C'est ce qu'elle a fait, par exemple, la semaine dernière. Le match Universitario, par exemple Universitario Los Chancas, le match pour entre guillemets le titre, qui a entériné le titre d'Universitario, était commenté en direct un petit peu comme on fait nous en watch party, mais avant cela, ils avaient passé les matchs. Ça, c'est gratuit, ça, c'est légal. Ça, c'est si vous êtes en âme sud, si vous voulez voir du foot sud-américain, mais si vous voulez voir du foot asiatique, c'est encore plus simple. La J-League, c'est aussi sur YouTube. Sur la chaîne J-League International, vous voyez les 2 rendez-vous du week-end, Kashima Antlers contre Kashiwara Reysol et Gamba Osaka contre Kawasaki Frontale. Ce sont les 2 matchs qui sont prévus le 20, c'est dimanche, à 11h et à midi pour les coups d'envoi de ces 2 rencontres-là. Vous voyez qu'ils prennent le stream 5 minutes avant. Ça, c'est gratuit. Et si vous voulez suivre l'intégralité d'un championnat, et j'ai bien dit l'intégralité d'un championnat de manière gratuite et légale, ça va faire plaisir à Baptiste, mais c'est important de le rappeler, vous avez K-League TV, vous pouvez aller sur la plateforme mise en place par la K-League. Oui, c'est vrai que tu as la K-League 2 aussi, tu as les 2 premières divisions de K-League qui sont diffusées, qui sont gratuites, d'ailleurs dans le détail des matchs là qui sont affichés sur la page d'accueil, par exemple Bucheon, c'est de la D2, c'est de la K2 pardon, par exemple. Sachez qu'il y a un gros rendez-vous ce week-end, c'est Séoul qui affronte Ulsan. Oui, ouais, ça va, me prends pas sur l'accent, garçon. Il n'y a qu'en France où on se fout de la gueule de l'accent. Bref, Séoul joue contre Ulsan, c'est dimanche de mémoire. Baptiste, aide-moi, j'ai oublié, je crois que c'est dimanche à 10h, heure française. Est-ce que c'est affiché sur mon truc Salut, coach Créat, plaisir de te voir sur Twitch. Alors d'habitude, je suis là très tard, mais vraiment très tard. Midi, pardon, merci Baptiste. Donc, K-League TV, la seule chose qu'il faut faire, c'est se créer un compte, mais c'est gratuit. Vous pouvez relier un compte Gmail à cela. Voilà, il n'y a rien à faire, rien à payer. Et vous avez la K1 et la K2. Les 2 premières divisions de sud-coréennes, c'est gratuit et c'est légal. Donc, il y a du football gratuit et légal. Je rappelle aussi que vous pouvez aller sur FIFA+. Il y a des championnats, assez fous parfois, de la D2 vénézuélienne, Sao Tomé et Principe. Voilà, c'est gratuit, c'est sur FIFA+ aussi. Donc, il y a quand même toujours moyen de suivre des championnats de la planète Hello. Là, on parlait de J-League, de K-League, de Liga vénézuélienne et de Pérou. Même si le Pérou, il y a des offres payantes en France, comme Fanatis, qui passe quelques matchs de la Ligue péruvienne. Voilà. J'espère que K-League FR me paye si je regarde Ulsan. Franchement, c'est Ulsan, ça peut être très sympa. Surtout que Baptiste est fan d'Ulsan, donc voilà. Donc voilà, en gros, donc ça c'était vraiment pour rappeler, c'est Baptiste, ouais, K-League FR. C'était vraiment pour rappeler qu'il était possible de suivre du football de manière gratuite, du football de la planète Hello de manière gratuite. Ulsan, ça part en couille, oui, c'est vrai. Ulsan, ça se casse la gueule. Ah oui, c'est par rapport au message de Mercideo. Oui, ça part en sucette. Mais voilà. Il a dit j'aime Ulsan. Je l'ai fait exprès. Donc voilà, Baptiste qui a toute la collection de maillots d'Ulsan. C'est un fan des tigres. Son animal préféré est le tigre. Voilà. Il va m'insulter. Voilà. Bref, c'est vrai que le nouveau logo est pas mal. Bref, je le disais, voilà pour la partie principale. Les news plus les rappels importants, et je pense que je les ferai à chaque fois, les rappels, comment voir du foot gratuit, quel match gratuit vous pouvez voir, gratuit et légaux, parce que je vais pas vous donner des liens vers des plateformes de streaming illégales ou des trucs d'IPTV machin, c'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de vous dire, voilà, ce que vous pouvez voir, et c'est la même idée qui va diriger
le choix des matchs que je vais vous conseiller particulièrement. On va passer à cela maintenant. 2 matchs cette semaine et on va commencer par le tout premier des deux. Et le tout premier des deux, c'est samedi à 13h35 et il va nous emmener encore en Asie. Ça va faire plaisir à Baptiste puisqu'on va aller en Chine. J'aurais pu faire l'Australie, mais l'Australie, ça n'a pas repris. Quand l'Australie reprendra et que Baptiste sera dans le chat, on ira en Australie. On se fera plaisir. On va parler de ce match au sommet du championnat chinois entre le Beijing Guoan et le Shanghai Shenhua. Alors, on est d'accord, c'est plus la Chine des années de l'époque du Yuan doré, c'est plus l'époque de Didier Drogba au Shenhua ou des joueurs de ce style-là. Il y a eu Carlos Tevez aussi au Shenhua. Bref, c'est pas du tout, c'est plus cette époque-là, mais ce match-là entre Beijing et Shanghai, c'est le grand derby du football chinois. C'est un match qui fait partie de ce qu'on appelle les derbies éternels. Alors les derbies éternels, si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des derbies, des derbies entre deux équipes entre deux géants forcément, entre deux immenses équipes qui ne sont jamais descendues. Donc en gros, c'est l'équivalent d'un Galatasaray Fener, c'est l'équivalent d'un Olympiakos Panathinaikos. C'est ce genre de match-là. Ce derby, Genesio a entraîné le Beijing, mais je crois qu'il est arrivé après la période. Il arrive vraiment à la fin de l'époque du Yuan doré Genesio. Il avait fait du bon taf d'ailleurs du côté de Beijing. Il n'avait pas pris le relais d'un entraîneur allemand, j'ai un doute. Voilà, je sais plus. La A-League, j'ai l'impression que ça progresse pas. C'est compliqué parce que économiquement parlant, voilà. Salut à CC qui vient d'arriver. Il y avait Kim In-jae et Bakambu exactement à l'époque où il y a Genesio. Ok, donc on est peut-être vers la fin. On était vers la fin. C'était le gros club chinois du moment. Époque Genesio, le gros club chinois du moment, c'était Evergrande. C'était Guangzhou Evergrande. Il y avait le Shanghai SIPG aussi, qui s'appelle Shanghai Port maintenant. Bref, donc on revient à ce Guoan Shenhua. Ce match on le nomme le Jinghu, Jing pour Beijing ou pour Shenhua, pour Shanghai Shenhua. C'est le gros derby et c'est un match. Je pense que Evergrande s'était pas encore cassé la figure. Merci Déo quand Genesio est là. Il me semble que c'est après. C'est peut-être l'effet Genesio, il est parti. Ça avait déjà chuté Evergrande quand Genesio est à Beijing? Ok, je vais vous faire. J'ai un trou de mémoire. Je vais vous faire confiance. Parce que pour moi, ça se casse véritablement la figure au moment du Covid. J'ai un doute. J'ai un vrai doute, parce qu'il me semble que Genesio, c'est... Ouais, je sais pas, faudrait regarder. Quasi sûr, ok, je te fais confiance. Vraiment, je te fais confiance, parce que avec l'âge, on mélange les dates. Ouais, c'est 2020, c'est le Covid, ouais. Et Evergrande se finit terriblement là maintenant. Dans la lucarne, ça tombe bien, j'ai appris qu'un membre de la famille allait devenir papa ce matin. Bah écoute, félicitations à lui et à la maman, du coup. Genesio est là pendant le Covid. Ah bah ok, alors c'est pas... Ok, bah voilà, donc ça correspond. Ok. Ça marche. Donc, on va faire un focus sur ce Beijing, Shanghai Shenhua. Match intéressant, match important, je le disais, c'est le plus gros match du championnat chinois. C'est un match qui s'est véritablement construit, une rivalité sportive qui s'est véritablement construite avec l'arrivée du football professionnel en Chine, c'est-à-dire fin des années 80. À partir de la fin des années 80, il faut dire qu'avant c'était un petit peu plus compliqué, c'était surtout des tournois régionaux, il n'y avait pas de championnat national un petit peu, et donc il a fallu attendre l'arrivée de la GIA, donc le championnat professionnel à la fin des années 80, pour qu'il y ait des clubs qui s'ancrent localement un petit peu partout en Chine. Avant, je disais, c'était des comités locaux, il y avait des tournois et il n'y avait pas de diffusion. Et quand le championnat devient professionnel, les matchs commencent à être diffusés sur CCTV. Et donc, forcément, ça permet aussi, l'ancrage, la visibilité, ça commence à créer une véritable émulsion de manière générale. Disparu en 2021, Guangzhou et Genesio est là. Ok, ça marche les gars. Je vous ai confiance de toute façon. Shenhua, le club ayant le plus de supporters historiques. Ah, ça doit se taper avec Beijing quand même, parce que les deux arrivent plus ou moins en même moment, puisque Guoan et Shenhua sont parmi les clubs fondateurs de la GIA, donc du championnat professionnel. Et il représente quand même, il représente deux villes
où le foot est très ancré footballistiquement parlant, très ancré localement, puisqu'il est arrivé à la fin du 19e dans ces deux villes-là, le football. Et donc, en 30 ans, cette rivalité s'est véritablement développée en 3 décennies à peu près, et c'est devenu le match que tous les amateurs de foot chinois ne veulent pas rater. Guoan, ça serait mon choix en Chine, perso. Ouais, j'aime beaucoup leur logo aussi. Donc, oui, je crois, Baptiste. Il me semble. C'est donc la grande rivalité. C'est le match que tout le monde attend. C'est donc samedi à 13h35. Je vais vous le dire tout de suite. C'est à voir probablement sur une chaîne YouTube qui n'est pas la chaîne légale, mais qui diffuse les matchs, qui s'appelle Hotpot Football. On en a déjà parlé. Il diffuse les matchs beaucoup de matchs de championnat chinois, beaucoup de vidéos sur le football chinois. Donc, c'est ce match-là sera à suivre normalement sur YouTube. De toute façon, je mettrai le lien vers la chaîne. Je vais pas vous noyer dans les statistiques. C'est un match, voilà. C'est pas l'idée non plus aussi de vous noyer dans des chiffres. Juste pour vous dire que dans ce choc-là, tu peux épeler la chaîne YouTube HOTPOT plus loin football. Voilà. Hotpot football. Mais je mettrai... je peux pas le mettre là. Si, je peux le mettre là. Attends, je vais te le mettre là, le lien, si tu veux. On va prendre 2 secondes et je vais te mettre le lien dans le chat. Et la chaîne, la voici. C'est cette chaîne-là. Et il y a des matchs en direct, il y a tous les résumés, il y a des conférences de presse, il y a vraiment tout le football chinois est sur cette chaîne-là. Il y a eu un moment où elle avait sauté. Et maintenant, elle est revenue. La seule limite de cette chaîne-là, c'est qu'elle n'annonce pas à l'avance ce qu'elle va diffuser. Mais on peut déjà imaginer, que ce match-là, elle va le diffuser. T'es allé dans quel pays dans ta vie pour le foot? Brésil, Argentine, Chili, Mexique. Après en Europe, je suis allé en Espagne. Et voilà, c'est déjà pas mal. Et Japon. Mais j'y étais pas allé pour le foot, mais je suis allé voir un match de foot au Japon. Voilà, de mon club japonais. Bref, voilà, on revient sur ce match chinois. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, je vais pas vous noyer dans les stats. Je vous ai dit, Beijing mène 30 victoires à 22 dans ce duel. Beijing est invaincu depuis 7 matchs dans ce duel. Pourquoi ce match est important? Pour deux raisons. C'est la plus grande rivalité du football chinois. Et 2, c'est un match qui oppose les 2 leaders de la Chinese Super League. Ils sont ex-aequo. Ils sont séparés par 2 buts, je crois. Ils ont donc le même nombre de points. Donc, c'est un match qui va probablement écrire un gros chapitre de l'histoire de ce derby, l'un des derbys, les plus grands derbys, le meilleur championnat du monde. Oui, c'est vrai pour toi, Nostromo. Et c'est un match très particulier. Et si vous le suivez, et je vais être obligé de vous parler de ça, je vais vous mettre les images. Je vais vous mettre les images d'un match qui date de juillet 97. Ouais, on a trouvé des images de juillet 97 entre Beijing et Shanghai Shenhua. Donc elles ont un peu vieilli, mais regardez bien et amusez-vous à compter les buts surtout, parce que ce match-là, dont vous voyez les images, est un match historique dans l'histoire du football chinois et dans l'histoire de ce derby-là. Ce jour-là, Beijing s'était imposé. Est-ce que je vous laisse compter ou est-ce que je vous donne le score? Je sais pas si je vous parle... je vais vous donner le score et comme ça vous allez pouvoir tranquillement apprécier les buts. Celui-là est plutôt pas mal, c'est le seul but de Shenhua dans ce match-là. 9-1 pour le Beijing Guoan. C'est le plus gros carton de l'histoire du football professionnel chinois. C'est forcément le plus gros carton de l'histoire de ce derby-là. Il y avait un doublé d'un Paraguayen qui s'appelle Jorge Campos, un triplé d'un autre Paraguayen qui s'appelait Cassiano Del Valle et un triplé d'un Espagnol qui s'appelait Andrés Olivas. Ça, c'est pour ceux qui veulent faire des quiz un jour. On ne sait jamais. Shaolin Soccer, le score. En fait, c'est le plus gros carton de l'histoire du football chinois. Encore à ce jour-là, c'est-à-dire on est presque 30 ans plus tard. Je vous laisse déguster la suite des buts. Vous voyez la suite des buts. Je ne sais pas s'il reste longtemps. On va continuer. Le gardien est un peu cata. Ouais, le gardien a un peu du mal. Ouais. On est d'accord. Après, 1997, on est sur les débuts de la première division professionnelle chinoise. Ça fait pas très longtemps qu'elle est en place. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que cette année-là, Shanghai Shenhua finit 2e devant Beijing.
Tout le monde a oublié qui est champion. C'est une équipe qui n'existe plus d'ailleurs, qui s'appelait Dalian Wanda. Tout le monde a oublié qui était le champion. Tout le monde a quasiment oublié que quelques mois plus tard, Beijing s'était imposé en finale de la Coupe face au Shenhua. C'était la 3e édition de la Coupe, 2-1. La seule chose dont les gens se souviennent, c'est ce 9-1. Et donc, si vous suivez le match, vous allez peut-être voir cela dans les tribunes, soit des banderoles de ce type-là, soit des petits papiers qui vont être brandis, parce que systématiquement, les supporters de Beijing rappellent ce 9-1. C'est un petit peu comme quand les supporters de Boca mettent les fantômes de la baie quand ils jouent River depuis 2011. Donc voilà, c'est le. Vous allez forcément croiser cette histoire-là. Et donc, si vous voyez ces passages-là dans les tribunes, attention, hein, c'est le Worker Stadium. Voilà ce que ça peut donner, hein, ce genre d'image. Ça, c'est un tifo lors d'un des derbys. Vous comprendrez que ça renvoie à ce match de 1997. Je rappelle donc, c'est samedi. 13h35, c'est gratuit, c'est sur YouTube, très probablement, ce match-là, je pense, à mon avis, ça me surprendrait que Hot Pot Football ne le passe pas. Et donc, je le disais, 2 buts d'écart entre les deux équipes qui sont ex-aequo en tête de la Chinese Super League. Ça peut être donc un match décisif pour le titre, on ne sait jamais. C'est pas là que tu vas le gagner, mais ça peut être là que tu le perds, comme on dit dans ces cas-là. Et donc, ça va forcément écrire un nouveau gros chapitre de l'histoire de ce derby. C'est le premier conseil foot du week-end sur la planète lucarne opposée. On était en Chine et on va aller vers le deuxième conseil foot du week-end. Et là, pareil, on était sur un match historique, un match qui devrait envoyer de la grosse ambiance. Là, on est pas mal aussi, regardez. Voilà, vous avez reconnu forcément les logos, surtout si vous avez suivi la Giannis International Cup. C'est le Fla-Flu, Flamengo Fluminense. Ça sera dans la nuit de dimanche à lundi à minuit 30, et je peux le dire tout de suite, ça sera l'occasion pour nous de revenir sur les lives. Ça sera pour nous l'occasion de revenir sur les lives sud-américains. On le fera en direct ce match-là, on prendra l'antenne vers minuit 15 à peu près. Si, je vais le dire tout de suite, comme ça sera fait, pour suivre ce match-là de manière légale en France, Fanatize, c'est payant, ça coûte $10 par mois. Mais vous avez le Brasileirão qui est présent. Vous avez aussi, vous allez chez Marcelin, sinon, je suis pas sûr qu'il soit d'accord, mais mais sinon, Fanatize, ça vous coûte $10 par mois. Et vous avez le Brasileirão, vous avez quelques matchs péruviens, je le disais tout à l'heure, et vous avez le championnat d'Argentine aussi sur cette chaîne-là, sur cette plateforme-là, pardon. Et donc, vous pourrez suivre le Fla-Flu dimanche à partir de minuit 30 pour le coup d'envoi. Nous, on arrivera pour la watch party à minuit 15 à peu près. Voilà, le Fla-Flu. Je ne vais pas vous faire l'histoire des deux clubs. Il y a des articles sur Hello. Il y a 2 histoires d'un nom donc, qui sont consacrées à l'histoire de chacun de ces 2 clubs qui sont disponibles. Je les mettrai dans le replay de l'émission. Dimanche, on va faire une journée un petit peu spéciale où je vais vous mettre dans la journée sur les réseaux sociaux. Et donc forcément, vous les verrez arriver sur le Discord parce que je les ferai remonter aussi sur le site. Justement, ces histoires d'un nom, justement des Fla-Flu historiques. Marcelin a écrit beaucoup sur le Fla-Flu. Donc, vous aurez toute une histoire, tout un tas d'articles à vous mettre sous la dent dans la journée de dimanche pour bien vous mettre dans l'ambiance et vous préparer pour le match. Je vais donc pas m'apesantir sur l'histoire des Fla-Flu parce que sinon, franchement, on va y passer des plombes. Surtout que juste pour résumer très brièvement et pour planter un petit peu le décor, j'aime bien parler à chaque fois, parler des origines généralement. Donc, on va parler un petit peu des origines. Sachez que le premier des 2 à être arrivé, c'est Fluminense, qui a été fondé par l'homme qui a importé le football à Rio, qui s'appelle Oscar Cox. Prévoyez 10 jours pour tout lire, c'est à peu près ça. Oscar Cox qui a importé le football à Rio, qui a créé Fluminense, et Flamengo a été créé par des dissidents de Fluminense qui se sont fâchés avec les dirigeants et avec la mise à l'écart notamment d'un des joueurs qui s'appelait Alberto Borghet, et c'est lui qui est parti créer une section football au sein du club d'aviron
de Flamengo, le CR, pour ceux qui ne savent pas, dans Flamengo, c'est Club des Regatas. Club des Regatas, c'est club d'aviron. Vous avez beaucoup de clubs de Rio qui sont aussi des clubs d'aviron, qui ont été parfois un jour, qui ont été ce que l'on appelle des champions terre et mer. C'est le cas de Flamengo, c'est le cas de Botafogo, par exemple, qui ont été à la fois champions national en aviron et champions national en football. Bref, ça pour dire que y a eu aussi un petit peu une rivalité club de riches vs club des pauvres. À l'origine, ces deux clubs-là sont des clubs nobles, hein, créés par des aristos. Le football, de toute façon, est créé par des aristocrates, je ne cesserai de le rappeler. Donc, même CRB dans la Lagoas, ouais, non, il y en a plein. Gianni a créé le Flaflou, presque. J'adore le surnom Flaflou, ouais, c'est trop bien. Donc, je disais... ces deux clubs à l'origine sont des clubs riches. C'est à partir de 1936 que la politique change du côté de Flamengo. Flamengo quitte Laranjeiras où est encore Fluminense, un quartier assez huppé de Rio, pour essayer de devenir le club populaire. Fait venir d'ailleurs beaucoup de joueurs noirs notamment. À l'époque il y avait quand même un vrai racisme très présent dans le football. Les joueurs noirs étaient exclus du football. Flamengo dans les années 30, un peu après certains, bien après certains, mais pour le coup le fait venir des légendes du football brésilien et des joueurs noirs. On passe à Leonidas par exemple, et il y a eu aussi cet aspect racial qui s'est mis en place entre ces deux clubs. Il y a eu le côté le Flamengo qu'on appelait les poudres de riz parce qu'ils mettaient de la poudre de riz pour blanchir leur peau face aux pots de charbon. Donc il y a eu ça, il y a eu cette dimension sociale entre le club des riches qui est resté Fluminense et le club des pauvres entre guillemets. C'est pas vraiment le club des pauvres à Rio, Flamengo, on va pas se mentir. Mais voilà, donc il y a eu tout cela, ça c'est forcément fini en 2025, ça n'existe plus trop. Sachez que le terme Fla-Flu arrive en 1936, il est créé par Mario Filho, qui est un grand journaliste brésilien, supporter de Flamengo, et c'est lui qui a donné son nom au Maracana. Le Maracana s'appelle Estadio Jornalista Mario Filho, son vrai nom. Maracana, c'est donc un surnom. Et je rappelle qu'on dit Maracana et pas Maracania. Il n'y a pas de tilde sur le N, mais sur le A. Voilà en gros pour un petit peu le résumé historique. Je ne vais pas vous faire tous les flaflous et tout, je vous dire, sinon on en a pour 8 ans. Comme d'hab, j'arrive à la fin, nous dit Dame Not Story. Exactement. Petit bilan. Au niveau des statistiques, 166 à 142 en termes de victoire pour Flamengo, 147 nuls. Le dernier s'est soldé par un 0-0. On va faire un petit point championnat quand même dans cette histoire-là pour vous rappeler que après la 14e journée, Flamengo a un match de retard et a vu Cruzeiro qui s'est imposé justement face à Fluminense prendre le Cruzeiro de Léo Jardim, prendre seul les commandes de ce championnat. 3 points d'avance pour Cruzeiro. Fluminense est 7e après cette défaite-là. Flamengo, lui, jouait contre Santos et je suis obligé de vous montrer ce qu'il s'est passé. Et c'est incliné sur ce but d'un joueur que vous allez forcément reconnaître et vous avez forcément vu ce but. Le but du Neymar qui a marqué le seul but de ce match entre Santos et Flamengo. Voilà, ça commence déjà à reparler de Neymar, on espère tous, vraiment, le retour du Ney, exactement, on espère, et comme je disais l'autre jour, le voir comme ça fait plaisir, parce qu'il y avait un moment où on s'était dit, il est épuisé psychologiquement le garçon. Pardon. Voilà, je te remets l'image. Voilà, je disais, but du Ney, on est content de revoir le Ney. Je sais pas pourquoi il m'a mis les sons, ça m'énerve, je les avais coupés. Bref, c'est pas grave, désolé. Voilà le but de Neymar, le seul face à Flamengo, victoire de Santos. Donc dans ce match-là, on n'aime pas sa coupe. Ouais, bah oui, mais forcément, t'as un truc avec un son énorme. Sache qu'il y a un joueur de Ligue 1. Il y a des joueurs de Ligue 1 avec un peu plus de boulard que ce type. Ah oui, ça c'est sûr. Bref, donc on est content de voir Neymar. C'est déjà en train de parler du retour de Neymar en C-descend. On verra, on a le temps. On espère. De toute façon, comme je disais l'autre jour, à 70%, Neymar est le meilleur joueur brésilien. Donc, voilà, on verra. En tout cas, ça fait plaisir de le voir revenir. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'il marque ce but face à Flamengo à peu près 10 jours de l'anniversaire. Je crois que c'était le 27 juillet, il faudra vérifier, de cette incroyable Santos-Flamengo de 2011. Probablement le match du siècle, en tout cas du 21e siècle pour sûr, entre Santos et Flamengo, et ce duel à distance avec
Ronaldinho. Voilà, il le marque quasi à peu près à la date anniversaire de ce match complètement fou. Il y a un article sur Hello, je le mettais dans la description. Je sais pas si on pourrait s'amuser à le revoir ou en voir les grands moments en live. Si ça vous chauffe, on peut peut-être essayer de se faire ça, parce que ce match est complètement dingue. On peut essayer, et puis à la limite, on verra bien. Hein. Mais il est sur YouTube, de toute façon, le résumé, il y a un résumé d'1 quart d'heure sur YouTube, donc rien ne devrait nous en empêcher. Donc voilà, je disais donc, Flaflou, dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi, minuit 30, on prendra l'antenne, nous, à minuit 15 à peu près, donc un quart d'heure avant le match, ça sera le live de dimanche soir. Pour donner d'autres rendez-vous, il y aura un live normalement MLS ce samedi à 1h30, on arrivera vers 1h30, merci Coach Créate pour le follow, on arrivera vers 1h30 donc pour ce live MLS, grosse session MLS. Il n'y a pas de gros match en Argentine, hein, on va pas se mentir, donc voilà, il n'y a pas de très gros match en Argentine, donc on va pas aller se focus là-dessus. Donc on se posera tranquillement sur la soirée MLS. C'est d'ailleurs le prochain rendez-vous, parce qu'on arrive samedi, on pourra mal parler de Gio Reyna. Écoute, ouais, Chris n'est plus là, donc tu peux. Mais je l'aime bien, Gio Reyna. Il fait des choix de carrière de merde, mais je l'aime bien. Mais bon, il n'est pas le seul à faire des choix de carrière de merde. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais Aziel Jackson est parti au Jagiellona Białystok en Pologne. Aziel Jackson, jeune attaquant de Columbus. Donc voilà. J'ai pas suivi que Chris n'était plus là. Non, il est plus là ces derniers temps. Riestra ne joue donc comme ça, pas de grand match, pas tant que ça. Et, je crois qu'il joue dimanche en plus, Riestra. Il me semble avoir vu passer ça. Parme, c'est pas si mal. Ouais, non, mais il fait des choix. Bon, voilà. Faudrait qu'il joue déjà, ce garçon. Qu'il joue vraiment sur une saison complète. Mais bon. Bref, voilà, on arrive au terme de cette émission. Vous voyez, 1 heure. Je voulais pas que ça fasse trop long, parce que après, c'est aussi l'idée de la mettre rapidement sur YouTube pour les gens qui vont être en replay. Puis l'idée, c'est pas de vous noyer dans des cultures foot de 4 heures. Je mettrai tous les liens dans les descriptions, notamment pour le Flaflou, je peux vous assurer. Et comme disait Baptiste, préparez du temps pour lire les articles, parce qu'il y en a un paquet d'articles sur le Flaflou, sur Flamengo, sur Fluminense et sur les Flaflous. Il y en a eu quelques-uns historiques, notamment un avec Renato Gaucho qu'on va retrouver. Sacré duel, hein, ce Flaflou de dimanche, ça sera la grosse affiche. On sera en direct donc aussi pour suivre la session MLS. En termes de mauvais choix, Paez et Leroy. En termes de... oui, on est d'accord. Hein, ça, mais oui. Pour le coup, alors à côté, d'Abnotsori, Giovanni Reyna a une carrière magnifique. Un début de carrière absolument magnifique. À côté de Kendry Paez, voilà. Mais bon, il va peut-être rebondir. On verra bien à Strasbourg. Mais bon, bref. On va en rester là. Voilà pour ce 6e épisode. Ouais, c'était le 6e de Dans la Lucarne, mais il y a eu un énorme espace entre le 5 et le 6. On va essayer de le mettre de manière un petit peu plus régulière. C'est le match de Romario, le Flaflou aussi, notamment Romario qui était revenu à Flamengo pour l'année du centenaire. Je crois qu'il y a un article sur Hello là-dessus, ou peut-être dans un mag. J'ai un doute, à voir. Bref, je vous dirai. De toute façon, je vais faire tout le listing, je mettrai tout dans la description, et je vous disais dimanche, on va les envoyer les uns après les autres, comme ça vous aurez le temps de bien vous mettre en place, et pour être chaud pour minuit 15, heure du rendez-vous. Je le disais donc, le prochain rendez-vous de Dans la Lucarne, ça sera normalement vendredi prochain aux alentours de la même heure, parce que ça me semble pas trop mal quand même, et ça permet aussi à tout le monde de se préparer son week-end. Le prochain rendez-vous immédiat, c'est dans la nuit de samedi à dimanche pour la soirée MLS, et puis dans la nuit de dimanche à lundi pour la soirée Brasileirão. Merci donc à tous ceux qui étaient dans le chat, merci à ceux qui ont sub, à ceux qui offrent des subs, merci pour ce soutien. Bon après-midi à tous, bon match à tous, matez les matchs de la planète Hello, je vous avais vu, il y a des solutions gratuites et légales, ou plus ou moins, hein, parce que là le YouTube c'est légal, mais bon, je sais pas s'il a trop le droit, le garçon de haute pot de football, bref, il le fait, donc voilà. Et puis bah écoutez, on se retrouve demain soir, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, et je le disais, hein, si vous voulez nous soutenir, les subs, ou procurez-vous les livres ou les mags. Ça vous fera des objets de culture foot de notre planète. Bon après-midi à tous, merci d'être passés, et on se retrouve très vite sur Twitch et sur Hello TV. Salut tout le monde.